Alors bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Louis Morel, normalien, agrégé de philosophie, doctorant à Paris 1 en philosophie contemporaine, qui va nous présenter le monisme égal pluralisme de Deleuze, en tentant de dresser durant cette séance une sorte de tableau synoptique. Bienvenue. Un tableau synoptique de son ontologie, de sa manière de penser l'être et le monde dans sa pluralité, en reposant cependant la question, peut-être mal posée, du pluralisme, question qui avait été exprimée qui est celle d'une grosse partie de la philosophie, on a pu le voir à la dernière séance avec Heinz Wiesmann, et Nelson Goodman, dont on avait vu lors de la 5e séance qu'il considérait lui aussi la question de l'affrontement du monisme et du pluralisme comme annexe, en ce qu'il considérait l'emboîtement des pluralités dans des systèmes d'unité eux-mêmes décomposables et recomposables, même si chez lui il n'y a pas de grand schème unificateur, ni final, ni primordial. Il considérait que cette question du pluralisme face au monisme était peut-être un débat annexe, mais il n'est évidemment pas le seul à entendre poser d'une façon différente la question pluraliste. Deleuze l'entrevoit encore d'une autre manière, en considérant, comme on va le voir aujourd'hui, qu'il existe des lieux divers de l'unité et de la multiplicité, qu'on peut peut-être en faire la topologie, et son projet évoque dans un passage, peut-être chez lui, de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité, mais la carte de l'expérience qu'entendait tracer Jean Val, dont on a vu un peu le projet lors de la 2e séance, et sa pensée du concret, qui a influencé très largement Deleuze, puisque celui-ci reprend notamment la critique que faisait Val de la trop grande abstraction de pensée du monisme comme du pluralisme, pour aborder dans toute sa finesse de grain la concrétude d'un réel qui ne se laisse jamais caricaturer par des systèmes métaphysiques qui pourraient être trop obtus ou trop inflexibles. Et cette vision d'un réel dont les niveaux et les profondeurs non seulement sont multiples, mais également dynamiques, le réel mouvant qui demande des réactions toujours nouvelles et nécessite de tracer pour mieux le comprendre une ontologie révolutionnaire des devenirs, projet de l'ouvrage Mille plateaux, a également des implications politiques, on va le voir, ces lignes de devenir traversant les individus et leur subjectivité sociale, et ce qui va nous permettre de revenir un moment à une de nos problématiques initiales qu'on avait posées à la première séance, celle du lien entre ontologie et normativité, entre métaphysique et politique ou éthique au sein de la question pluraliste. Et cette grille d'approche deleuzienne se veut la représentante la plus métaphysique justement d'une pensée de la différence, dont la parenté avec Foucault, peut-être plus historique que lui, mais aussi Derrida, Barthes sur le plan critique ou linguistique, ne doit pas nous empêcher de saisir la particularité chez lui de ce concept de différence qui n'est pas seulement le constat héraclitéen qu'il y a un devenir ontologique, on va le voir, mais aussi l'affirmation de la nécessité d'une mise en place expérimentale de la multiplicité. Et il ne s'agit pas de décrire un à un chez lui tous les objets du réel, tous les événements de son histoire, tous les processus particuliers qui mènent à leur construction, toutes les relations singulières qui les entrecroisent, mais de repérer leurs grandes zones, leurs déplacements, leurs interpénétrations, et d'en retirer des formules moins générales que les grandes options métaphysiques parménidéennes pour appréhender des cas sur lesquels les concepts doivent avoir une effectivité. Et la réflexion de Deleuze, nous allons le voir, porte d'ailleurs autant sur l'être que sur les concepts et les mots pour le décrire, ou pour le détourer au moins, et il en passe donc souvent par des images, des néologismes, plus évocateurs parfois que réellement explicites, un nouveau langage en tout cas, labyrinthique, hybride, volontairement conçu comme à la fois sémantiquement pluriel et performatif, dont Louis Morel va à présent nous éclairer les méandres. Et je te laisse la parole en te remerciant une nouvelle fois pour ta participation au séminaire Pluralisme. Oui, on pourra peut-être même commencer la discussion maintenant. Ouais, on a eu un exposé sur Deleuze, c'est très bien. Non, mais c'est très bien parce que on est obligé de toute façon de revenir sur des reformulations permanentes. Donc là, ça vous a fait une version condensée et puis justement, peut-être que l'objectif de cette intervention, ça va être de reprendre cette condensation et de la déplier lentement pour éventuellement la rendre un peu plus claire. Alors, petite mise en position du locuteur. Je ne suis pas spécialiste de Deleuze, je suis un deleuzien amateur,
on pourrait même dire légèrement dilettante. Donc, je me suis mis à travailler Deleuze sérieusement en préparation de cette intervention il y a quelques mois. Et ce que je vous présente ici, c'est la façon dont j'ai tenté à moi-même de m'expliquer ce que Deleuze essayait de faire et dont j'espère qu'elle pourra éventuellement aider ceux qui ne sont pas familiers avec ce travail dans le même sens. Et s'il y a par contre des gens qui ici sont déjà familiers de l'œuvre de Deleuze, qui n'hésitent pas à éventuellement m'éclairer, que ce soit pendant l'intervention ou après, pendant la discussion. Donc, ceci posé, ce qu'il va s'agir effectivement d'expliquer aujourd'hui, ou de présenter, d'exprimer, c'est la perspective deleuzienne sur la question de l'un et du multiple et la façon dont Deleuze opère une torsion, une modification, une altération à l'égard de cette question. Et ce que j'ai déjà dit d'une certaine manière, c'est qu'il faut bien être explicite là-dessus, ce que moi-même je n'étais pas en commençant ce travail, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une question qui pourrait être circonscrite, qui pourrait porter sur une part de la philosophie deleuzienne. C'est au contraire une question qui engage une compréhension intégrale, un survol total, absolu, de l'ensemble de sa philosophie. Ou en tout cas de sa philosophie en tant qu'elle est guidée par un certain nombre d'intuitions et de conceptions fondamentales. Voilà. Alors, en quoi consiste ce qu'on va appeler provisoirement le pluralisme deleuzien, c'est-à-dire la conception deleuzienne de l'être comme lié essentiellement à une forme de multiplicité. Il suffit de le dire de manière, en un sens verbal, dans un premier temps, que Deleuze, comme cela est connu, est philosophe des multiplicités, du multiple. C'est simultanément aussi celui à avoir affirmé l'univocité de l'être, que l'être se dit en un seul et même sens, qu'il n'y a qu'une seule voie de l'être, comme il dit dans différentes répétitions. Et donc, sous la forme la plus ramassée, la plus formelle, Deleuze tente de faire se rencontrer, de faire se rejoindre ces deux propositions qui n'en sont peut-être pas complètement, à travers ce qu'on va appeler formellement un troisième terme, celui d'immanence. Et notamment à travers le concept de plan d'immanence qu'il va développer avec Félix Guattari. Voilà. C'est une compréhension très pauvre, très simple, très formelle. Nous avons des multiplicités qu'on peut dire subsistantes en elles-mêmes, c'est-à-dire autonomes, sauvages, qui ne sont pas retenues par une unité préalable, qui n'ont pas de fondement. Un seul et même être commun à toutes ces multiplicités dans leur variété, qui ne soit donc pas un être commun à toutes, mais l'être des multiplicités, l'être en tant que multiple. Et enfin, la notion d'immanence, comme réponse à cette énigme, comme formulation de ce paradoxe, de la rencontre de ces deux propositions-là, et la tentative de l'abolition de la tension qui les fait se rencontrer. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. En tout cas, moi, ça n'est pas beaucoup plus clair quand je le dis comme ça. Mais voilà. Disons que de cette triade-là, très limitée, très pauvre, je vais essayer de faire le développement progressif pour voir qu'est-ce qu'elle engage et à quoi elle engage. Et ça va être l'enjeu un peu paradoxal de cet exposé, puisque on peut se rappeler une déclaration que Deleuze fait lui-même. C'est très pratique avec Deleuze, puisqu'il a tout un tas de dénoncés programmatiques sur la philosophie, sur sa philosophie, donc il vous donne en un certain sens une manière de le lire. Pas dire que c'est une manière, ça aide beaucoup à le comprendre, mais bon, il vous dit en même temps comment le lire, puisqu'il déclare que le multiple, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire, mais qu'il faut faire. Le multiple, il faut le faire. C'est dans Mille Plateaux. Encore une fois, ça veut dire qu'il faudrait dépasser la conception purement verbale de la multiplicité. Pour l'instant, c'est encore un tout petit peu mystérieux. Simplement qu'il faudrait parler du multiple de manière elle-même multiple. Voilà.
cette difficulté de savoir comment s'adresser à la philosophie de Deleuze, comment la comprendre, elle est une difficulté qui est donc liée, en un sens, déjà à sa conception de la philosophie. Et donc là, on est obligé de... J'ai dit qu'il y avait une philosophie de la philosophie, une métaphilosophie deleuzienne. On est obligé d'en passer par là, pas parce que les philosophes aiment se poser des questions sur eux-mêmes à l'infini, mais parce que ce qui est en jeu dans la conception deleuzienne de la pluralité, ça n'est pas tant l'affirmation du multiple que la façon dont le multiple est affirmé. C'est-à-dire, non pas le fait de poser le multiple, de le parler, de l'évoquer, mais la façon de le forger, de le concevoir. Et donc, il y a, de manière sous-jacente, un engagement extrêmement fort de la part de Deleuze, à l'égard de la façon de faire même de la philosophie. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à fait clair, mais je vais éclaircir tout ça un instant. Pour le dire, dans le cadre de ce séminaire, nous avons cessé de rencontrer en permanence, je ne sais pas si on peut appeler ça une énigme ou un obstacle, un nœud gordien, qui est que tout pluralisme semble inatteignable ou au mieux réductible à une forme pauvre de pluralisme, comme affirmation qu'il y a des choses et qu'elles sont plurielles, dans la mesure où toute théorie, toute ontologie embrassante, englobante du réel, tend à reconduire une forme d'unité, sous-jacente, implicite, parfois pas reconnue par les auteurs eux-mêmes, parfois affirmée. Et ce paradoxe-là, ce nœud gordien du pluralisme, on peut dire que tout l'effort de la philosophie de Deleuze consiste à tenter de le trancher. Et cette tentative de résolution, pour le dire rapidement, passe par le fait de justement de recourir à une unité immédiate, une synthèse qu'on peut dire non conceptuelle de l'unité de la pluralité. C'est en cela que consiste le monisme égal pluralisme. Ça ne veut pas dire que le monisme tel qu'on l'entend traditionnellement et le pluralisme tel qu'on l'entend traditionnellement sont la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils se rejoignent. Ça veut dire qu'une véritable compréhension du pluralisme, un pluralisme absolu, un pluralisme sauvage, doit en même temps se poser dans une forme d'unité neutre et immédiate. Et cette unité-là, elle doit être à la fois universelle et, pour ainsi dire, sans contenu prédéterminé. Voilà. Ce que dit Deleuze, en un sens, c'est que il n'y a de véritable monisme et de véritable pluralisme qu'à la pointe extrême où ces deux-là se rencontrent. Autrement dit, de manière plus terrestre, de manière plus saisissable pour nous, tout monisme simplicitaire, tout monisme traditionnel, entendu comme affirmation d'une unité, est un dualisme sous-jacent, est un dualisme implicite et n'arrive jamais à accomplir cette unité qu'il prétend affirmer. Réciproquement, tout pluralisme comme thèse, tout pluralisme comme simple affirmation de la pluralité, retombe lui aussi sur un dualisme. C'est ce qu'on trouve par exemple chez... si vous voulez, l'affirmation monisme-pluralisme chez Deleuze est non pas en réalité donc l'affirmation des multiplicités, est avant tout une lutte contre les dualismes. Ce que Deleuze entend par dualisme, c'est toute forme de dualité fondamentale
indéracinable et qui est ce que lui appelle la transcendance. La transcendance, c'est la position d'une entité, la position d'un certain type d'être comme scindant les existants entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. À ce titre, donc, la véritable difficulté pour nous de penser, ça n'est pas de savoir si les choses sont une ou multiples, mais comment leur multiplicité s'organise et comment leur multiplicité s'ordonne sans jamais donner lieu à aucun dualisme substantiel. Alors là, je vais citer un passage de la logique du sens qui illustre assez bien cette thèse, où Deleuze déclare que ce qui est commun à la métaphysique et à la philosophie transcendantale, c'est d'abord cette alternative qu'elle nous impose. Ou bien un fond indifférencié, sans fond, non-être informe, abîme sans différence et sans propriété, ou bien un être souverainement individué, une forme fortement personnalisée. Hors de cet être, ou de cette forme, vous n'aurez que le chaos. Et on peut dire que l'option deleuzienne consiste à dire que ce fond indifférencié, qui est le monisme traditionnel, et c'est cet être souverainement individué, qui est ce qu'on pourrait appeler le pluralisme au sens commun, sont tous les deux à rejeter, et que ce qu'il faut privilégier, c'est précisément ce chaos-là, ce chaos qui est rejeté par toutes les formes traditionnelles de philosophie, et qui se retrouve dans l'unité du monisme et du pluralisme. Donc voilà, on a l'impression de jouer avec les mots, mais il y a chez Deleuze, d'après Deleuze, un pluralisme et un monisme purement verbal, et qui sont en fait ramenés à un dualisme. Et ce dualisme, on va le voir, est dépendant en fait intégralement de la notion de représentation, en tant que celle-ci crée justement une scission entre l'être et la pensée, entre ce qui est dere et ce qui est demente, et que tout dualisme est tout dualisme entendu comme irrémédiable, comme substantiel, et ce qui empêche non pas d'affirmer la multiplicité, mais de la faire. Non pas d'affirmer ni le monisme ni le pluralisme, mais de les réaliser dans leur être même. Voilà donc pour une deuxième vague, une deuxième formulation de la tentative deleuzienne. Donc, cette conception, on le voit, ne se formule pas de manière particulièrement thétique. Elle ne se formule pas comme une affirmation qu'on pourrait encadrer et organiser comme une thèse sur le monde lui-même. Elle doit refondre et réorganiser l'ensemble de toute la démarche philosophique. Et notamment en rejetant, ou en tout cas en s'écartant de toute notion de représentation et de toute notion de philosophie comme ayant affaire à des concepts qui seraient des représentations qu'on pourrait faire jouer les unes avec les autres. Pour s'accomplir véritablement, pour avoir quelque chose à dire, pour justifier de son existence, la philosophie doit être non pas un discours sur les concepts, mais le lieu même d'élaboration des concepts, le lieu même où les concepts sont à l'œuvre, se déploient et recompose le monde ou le compose. Cette espèce de... ce qu'on peut appeler, de manière un peu, encore une fois schématique, cette réunion complète de l'être et de la pensée, qui est affirmée avec beaucoup de force dans Qu'est-ce que la philosophie, cette réunion-là est plus ou moins ce que Deleuze dit quand il parle d'empirisme transcendantal. Et la formulation de deleuzienne du transcendantal, c'est précisément cela. Il y a un transcendantal kantien qui a affaire aux conditions de possibilité, c'est-à-dire à une
une réflexion abstraite sur ce qui fait que les choses, sur les conditions absolues d'existence des choses, ce qu'on pourrait dire l'ontologique plutôt que l'ontique, et c'est cela qui est, selon Deleuze, toujours tributaire d'une notion de représentation, puisque qui fonde son échec, en réalité. Et le concept kantien de noumen est la formulation même de cet échec. Et une conception, une tentative en tout cas, que Deleuze fait, que Deleuze propose, qui est de non pas donner les conditions de possibilité, mais donner les conditions d'actualité, les conditions de ce qu'il appelle la genèse concrète des objets, auxquels la philosophie s'adresse. Et cela est connu, on le voit, cette conception-là est dans une forme de rupture extrêmement violente avec toute pratique, toute conception, toute interprétation standard de la philosophie, qui se voit au mieux comme tendue entre des représentations qu'elle façonne et une vérité auquel ces représentations donneraient lieu, mais qu'elle-même aurait beaucoup de mal à déterminer avec précision. Et en un sens, c'est précisément la difficulté auquel nous sommes posés, nous, observateurs, lecteurs, qui ne sont pas immédiatement sur les cimes deleuziennes, à savoir qu'on a l'impression, en tout cas c'est mon cas, d'une mise à l'épreuve du philosophe, du lecteur, de celui qui cherche à savoir de quoi il est question dans Deleuze. Cette mise à l'épreuve prend la forme d'un impératif que Deleuze parfois formule avec toute la violence que cela implique, soit une acceptation totale, une espèce de oui universel à la philosophie deleuzienne, une espèce d'abandon complet, qui souvent qui a un risque, c'est celui de tomber dans la répétition purement verbale, elle aussi, soit un rejet, mais un rejet qui empêche systématiquement de comprendre de quoi il s'agit. De comprendre même ce que Deleuze essayait de faire, et même en quoi cette espèce d'unité de la multiplicité et de l'être, d'unité immédiate, pourrait consister. C'est ce dilemme un peu interprétatif que j'essaie de vous exposer, là, maintenant, dans la mesure où il semble très très difficile de parler de la philosophie deleuzienne depuis l'extérieur. Et le problème, c'est que si on est à l'intérieur, eh bien, en un sens, le pas est déjà fait. Donc il n'y a plus rien à dire, sinon à reproduire cette philosophie-là. Et quand Deleuze dit quand Deleuze et Guattari disent de Kafka que la structure n'est pas un château mais un terrier, qu'on en entre par de multiples endroits, de multiples entrées, on peut retourner cette conception-là pour donner une conception de la philosophie deleuzienne qui serait celle d'un paysage magnifique qui se déploie mais dont on ne connaît absolument pas l'entrée. Et donc le problème de savoir comment y entrer soi et comment faire entrer d'autres éventuellement se pose de manière d'autant plus intense. Et c'est celle à laquelle je m'affronte depuis quelque temps et à l'heure actuelle, encore. Pour essayer donc à la fois d'aller plus avant dans la conception deleuzienne du pluralisme, en tout cas de la multiplicité d'une part, et pour la rendre accessible, j'ai pris un engagement, un parti pris d'interprétation qui va être d'être à la fois extrêmement large, extrêmement synoptique et extrêmement systématique. Il n'est pas absurde d'avoir une approche systématique de Deleuze, d'une part, d'un point de vue, on pourrait dire, purement contextuel. Et là, je pourrais m'inspirer en inversant de la démarche de Victor Béguin dans son exposé sur Leibniz, puisqu'il déclarait que Leibniz étant un philosophe qui était conçu comme philosophe du système,
dont on donnait le système comme clos, comme déjà achevé, le mieux qu'il pouvait y avoir à faire, c'était d'en recomposer la genèse et l'évolution permanente. À l'inverse, d'un point de vue, on pourrait dire, voilà, intempestif, étant donné qu'on présente très souvent Deleuze comme insaisissable, que lui-même parfois joue de cette image-là, d'une évolution permanente qui échappe toujours à une ressaisie sur un point précis, peut-être que un geste de sédentarisation, un geste de reterritorialisation de la philosophie deleuzienne, en essayant non pas de l'enfermer, mais de la poser à un moment donné en quelques endroits, quitte à ensuite changer de place, mais au moins provisoirement, et peut-être ce que nous avons de mieux à faire. Peut-être présenter Deleuze comme s'il était, pour reprendre une phrase de Quentin Miyassou, un présocratique, comme s'il était un auteur dont nous avions à recomposer de part en part la pensée, est encore ce que nous avons de mieux à faire, non pas parce que cette démarche serait supérieure en elle-même, mais parce que par rapport à la façon dont le texte deleuzien se donne, c'est peut-être ce qui est le plus productif. L'ambiguïté, le risque étant bien entendu de faire disparaître toute la saveur et toute l'étrangeté et tout le vertige deleuzien dans une telle tentative. Il y a une scène assez marquante dans... je crois que c'est dans Fellini Roma, où des excavateurs faisant une nouvelle ligne de métro sous Rome tombent sur une crypte, ou un temple romain, parfaitement conservé, avec des fresques antiques magnifiques, simplement, qui ont donc été conservées avec leurs couleurs pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Simplement, à partir du moment où ils ouvrent un trou dans cette crypte-là, l'air frais se met à entrer et fait disparaître en quelques minutes à peine toutes les fresques et toutes leurs couleurs. C'est un peu le risque auquel je m'expose, qu'avec le marteau-piqueur de la représentation et de la métaphysique traditionnelle, j'en arrive à faire disparaître le sens même de l'entreprise deleuzienne, mais c'est le risque qu'il est nécessaire de courir. Donc, deux éléments de compréhension que je vais me donner, qui vont être eux aussi contrastifs, que je n'ai pas eu l'occasion de mener peut-être jusqu'à leur terme, mais que je vais mentionner de manière un peu rapide pour expliquer ma démarche. Peut-être que Deleuze, qui est philosophe de l'affirmation, qu'on lit très souvent à travers ses références, à travers Nietzsche, Lucrèce, Spinoza, à travers la déformation qu'il en fait, une manière peut-être plus utile, en tout cas plus fructueuse dans un premier temps d'accéder à sa pensée, va être de se tourner non pas vers ses partisans, mais vers ses ennemis. Et ses adversaires principaux sont, à mon avis, au nombre de deux. C'est d'une part Hegel et la dialectique, et d'autre part, là c'est une thèse un tout petit peu plus controversée, mais qui fonctionne à mon avis, Heidegger, et le renversement, ou en tout cas l'impossibilité successive à Heidegger de pratiquer la métaphysique. Pour le dire très rapidement, ce à quoi Deleuze s'oppose à propos de Hegel, c'est bien entendu sur deux points. D'une part sur son recours à la dialectique, et d'autre part sur son recours à la négation. Recours à la négation, je vais y revenir très rapidement, parce que Deleuze dénie entièrement tout statut
métaphysique, tout statut de réalité a aucune forme de négation, aucune forme de négativité, de manque. C'est quelque chose qui va se retrouver jusque dans sa conception du désir, par exemple. Et opposition à la dialectique, parce que la dialectique est en réalité l'ennemi le plus intense de Deleuze, dans la mesure où elle est l'autre tentative de réaliser une unité des contraires. Là où Deleuze pense et cherche à faire à rejoindre le réel par son éclatement, par un principe de différence universelle, la dialectique est précisément la tentative philosophique la plus haute, la plus intense, de faire se rejoindre les contradictions, de faire se rejoindre les oppositions dans le réel à travers une unification ultime, une unification ultérieure. Et c'est ce point-là qui est ce que Deleuze va rejeter le plus violemment comme étant justement l'unification verbale. L'unification qui, en fait, c'est bien ça, en tout cas, comme ça qu'on peut comprendre le concept de Aufhebung, de surpassement, de sursomption, qui abolit les différences qui la précèdent. L'objectif de Deleuze, contre Hegel, on peut le reformuler ainsi, c'est de reproduire la synthèse des différences sans qu'il y ait jamais leur abolition, en les conservant intégralement. Et en cela, on comprend pourquoi Hegel est l'adversaire principal. Quant à Heidegger, je ne serais pas capable de faire une typologie complète de la relation de Deleuze à Heidegger, mais il le cite fréquemment, ou en tout cas avec une certaine régularité. Je crois que c'est même dès la première page de Différence et répétition. Ce qu'on peut dire, c'est que Heidegger représente la dernière vague qui est celui qui vise un renversement de la métaphysique en général. Et on peut comprendre toute l'entreprise deleuzienne comme la tentative de réinstaurer, de poser un certain type de pensée qui se trouve chez Spinoza, chez Lucrèce, chez Schelling, chez Nietzsche, chez Bergson, chez Whitehead, qu'on peut caractériser de manière assez grossière comme des pensées du procès, qui avaient une forte tendance moniste, mais qui avaient intégré une certaine forme de pluralité. Et que pour faire cela, pour accomplir cette réinstauration de ces pensées métaphysiques, auxquelles il se sent très profondément attaché, Spinoza en premier chef, il faut parvenir à donner les conditions de possibilité d'une métaphysique d'une métaphysique qui soit capable de survivre à la critique heideggerienne de l'ontothéologie. Voilà. Et donc là aussi, on voit en quoi il est nécessaire pour Deleuze de faire un passage vers une conception de la philosophie en elle-même. Mais voilà, à travers ces deux adversaires-là, Hegel d'un côté, Heidegger de l'autre, qui sont à la fois peu présents directement dans les textes, sinon sous forme très allusive, quoique Hegel a quand même un certain rôle dans Différence et répétition, mais qui jouent un rôle, à mon avis, structurel assez important. On peut avoir une idée un tout petit peu plus développée de l'entreprise deleuzienne. Voilà. Alors, je vais avancer quelque peu dans mon exposé et en donner les linéaments. Donc là, je vous ai donné un certain... Voilà. Je vais faire une petite récapitulation sur l'opposition deleuzienne au dualisme, et ensuite je vais développer mon propos selon trois axes. D'une part, à travers la thèse de l'univocité de l'être, qui
qui est la manière d'instaurer, une fois qu'on a posé les multiplicités, l'immanence, et c'est selon l'introduction que je vous avais donnée. Dans un deuxième temps, une partie plus négative, qui va concerner l'opposition, cette fois-ci directe au dualisme, et cette fois-ci, ce qui va être mis en avant dans cette seconde partie, ça va être la critique deleuzienne de l'individu, de l'individualité, et plus directement, de manière plus décisive, ou en tout cas de manière plus centrale, la critique deleuzienne de la notion de subjectivité. Et dans un troisième temps, temps de l'exposé, je vais donner très rapidement quelques concepts qui vont être les contrepoints de cette critique de la subjectivité, et qui vont être notamment le recours aux singularités préindividuelles, à ce qui vient remplacer ce qu'on peut appeler de manière grossière, et qui est tout à fait infidèle à Deleuze, ce qui devient l'unité de compte ontologique une fois que l'on s'est débarrassé, une fois que l'on a en tout cas relativisé de manière très forte l'individualité et notamment la subjectivité. Alors, donc je l'ai dit un peu plus haut de manière de manière un peu rapide, mais la philosophie deleuzienne pose les multiplicités, et elle les pose comme une négation de la réalité de toute dualité substantielle. Et en ce sens, par rapport aux catégorisations que Jim m'avait offertes au début de l'année, Deleuze, on peut dire qu'il offre une tentative, peut-être la tentative la plus radicale, à mon sens, de ce que tu avais appelé un antidualisme. Mais là où la plupart des antidualismes tendaient implicitement vers un monisme, chez Deleuze, celui-ci aboutit à une réunification, une réunion, une coprésence du monisme et du pluralisme. Et que le seul véritable antidualisme, c'est celui qui parvient à ce résultat-là. Pour me répéter, continuer le chemin de la ritournelle deleuzienne, on peut partir de la notion de multiplicité. Qu'est-ce que la multiplicité? Quelle est la définition la plus synthétique et la plus immédiate qu'en donne Deleuze? La multiplicité, c'est le moment où le multiple d'adjectif devient substantif. C'est-à-dire que le multiple n'est plus une caractérisation de quelque chose, mais devient le fond, ou en tout cas, c'est pas du fondement, mais en tout cas, la forme fondamentale de l'ontologie. C'est quelque chose qui formule à plusieurs reprises l'exemplier que je vous ai donné, que j'avais envoyé à Jim, le répétait incessamment. Là, je vais donner une citation de l'anti-Oedipe, où il est déclaré que seule la catégorie de multiplicité, employée comme substantif et dépassant le multiple non moins que l'un, dépassant la relation prédicative de l'un et du multiple, est capable de rendre compte de la production désirante, qui est l'objet de l'anti-Oedipe.
la production désirante est multiplicité pure, c'est-à-dire affirmation irréductible à l'unité. Et c'est bien cela dont il est question, c'est bien cela dont il s'agit, c'est-à-dire de donner une affirmation de la multiplicité, une affirmation qui soit elle-même multiple, c'est-à-dire qui ne puisse jamais être ramenée à une unité extérieure. Et c'est en ça qu'il s'agit d'une négation de la transcendance. L'unité ne doit jamais être extérieure, et tant qu'elle n'est pas extérieure aux choses en tant qu'elles sont multiples, alors il est possible pour elle de proliférer, il est possible pour elle de ne jamais trouver quelque chose qui vient arrêter leur mouvement, qui vient les limiter. Et c'est en cela que la conception deleuzienne du pluralisme peut être dite sauvage. C'est parce qu'elle ne possède aucun frein, elle ne possède aucun point qui vient l'arrêter. Bon. Voilà pour une petite récapitulation. Et ce que je voudrais signaler, c'est que une fois qu'on a opéré cette libération-là de la multiplicité, celle-ci peut prendre autant de formes qu'il est nécessaire. Et elle prend notamment, et là c'est un point que je voudrais éclairer brièvement, elle prend notamment la forme d'un certain nombre de dualismes, d'un nombre assez indéfini, récurrent de dualismes. Alors on pourrait se demander, justement, est-ce que cette conception-là, justement, n'est pas contradictoire avec le refus de toute dualité. Ce que cherche à faire Deleuze, c'est pas à refuser l'appel à des distinctions, à des dualités, mais de faire en sorte que ces dualités soient toujours provisoires, qu'elles soient toujours conditionnelles, qu'elles ne peuvent jamais être des façons de distribuer, des façons de découper l'être, elles peuvent être simplement des façons de lancer, de faire se continuer, faire se prolonger un mouvement d'engendrement des multiplicités. Et donc, à ce titre, les dualismes abondent chez Deleuze, qu'il s'agisse du virtuel et de l'actuel, de la coupure et du flux, de l'espace lisse et de l'espace strié, du temps comme chronos et du temps comme aion, de la territorialisation et de la déterritorialisation, et de la reterritorialisation. Tous ces dualismes qui traversent l'œuvre deleuzienne doivent être compris comme des manières de supprimer une unité, des manières de supprimer une unité transcendante, une unité préalable, des manières de la problématiser, de la déplacer, de la déranger, de la renverser pour justement laisser place à des multiplicités. C'est-à-dire que tout dualisme est en réalité une expression différentielle et apparemment contraire, pas contradictoire, mais contraire, qui peut être ramené à un flux, à un procès qui les génère. Et il s'agit de voir que c'est en un sens comme ça qu'on peut formuler peut-être la notion de deleuzienne de machine de guerre, c'est que les dualismes qui sont générés pour, dans un certain contexte donné, faire éclater, ou en tout cas empêcher toute unité de se sédimenter, de se fossiliser et de devenir inatteignable, enfin de devenir justement incontestable. Voilà. Et c'est en cela, par exemple, que Deleuze peut tout à fait avoir recours, au début de l'Anti-Oedipe, à un concept qui est proche, un concept qu'il appelle la nature, qu'il va ensuite identifier à la production machinique, et il va ensuite, pour dire ensuite que ces deux-là sont finalement ne s'opposent pas véritablement, mais se rejoignent
dans ce qu'il appelle la vie non organique, ou sous d'autres formes le corps sans organes, puisque ce sont des dualités, des dualités qui sont conditionnelles et qui ont pour but essentiellement de remplir un rôle, que ce soit un rôle conceptuel ou un rôle effectif, même si ce n'est pas une différence que Deleuze apprécierait. Voilà. Voilà pour une petite récapitulation de certaines conditions d'existence, certaines conditions d'actualisation de la multiplicité. Et maintenant, je vais m'attarder un instant sur la façon dont cette multiplicité est donc dépendante d'une certaine forme d'unité, ce que Deleuze appelle l'univocité de l'être. L'univocité de l'être n'est pas, et c'est cela où il faut le concevoir, n'est pas identifiable avec l'immanence. L'immanence, c'est le résultat, comme je l'ai dit, de la rencontre entre la multiplicité et l'univocité de l'être. C'est l'objectif jamais véritablement atteint, jamais véritablement compris absolument de ces deux, de la réunion de ces deux concepts. On peut formuler l'immanence, on peut formuler l'univocité, à travers une altération que Deleuze fait subir à Spinoza, lorsqu'il déclare dans Différence et répétition que l'objectif de l'univocité, c'est d'atteindre un point où l'opposition entre la substance, la totalité spinozienne et les modes, les particularisations, les expressions, les individualités qui dépendent de cette substance, atteindre un point où, dit-il, la substance se dit elle-même des modes et seulement des modes. C'est-à-dire que la substance n'existe pas et ne peut pas être affirmée séparément des modes, elle ne peut pas être affirmée de manière distincte d'eux et en ayant une séparation, elle ne peut être simplement affirmée qu'à partir de chacun d'eux, qu'à partir de chacun des modes. Il y a deux propositions spinozistes qu'on peut mentionner à ce moment-là. C'est d'une part, je crois que c'est la proposition 16 de la première partie, où Spinoza dit « Aucune chose ne peut être ni être conçue sans Dieu », ce qui peut être interprété comme une dépendance totale des individus à l'égard de la substance. Et la proposition, je ne me souviens plus du tout, Vincent tu me diras dans la cinquième partie, que plus l'on comprend de choses singulières, plus l'on comprend Dieu. Plus l'on comprend la substance. C'est la rencontre de ces deux propositions-là qui est formatrice de l'univocité de l'être. C'est-à-dire la rencontre permanente des différences en tant que différences. C'est-à-dire, pour le dire de manière plus brutale, plus désagréable, un rapport qui soit un non-rapport. Et voilà, je ne cherche pas véritablement à dissimuler la nature un peu paradoxale de cette conception, mais en tout cas, c'est cela qu'affirme Deleuze. On pourrait dire, passant cette fois-ci de Spinoza à Leibniz, que son objectif, c'est de renverser définitivement la définition leibnizienne selon laquelle être et être une unité, c'est une et même chose. Au contraire, nous dit Deleuze, être, c'est être une multiplicité. Et il n'y a d'être que des multiplicités, il n'y a d'être que des singularités en tant qu'elles ne se rencontrent pas. Voilà. Une conséquence fondamentale de cette conception, c'est que l'être est souverainement plein, il est sans aucun type de négativité, sans aucun type de manque. Il est simplement parcouru d'intensité. On peut faire intervenir
nouveau concept deleuzien, il est parcouru d'intensité de différences, qui sont des différences de valorisation, des différences qu'il va appeler à un autre moment de vitesse, des différences des différences purement quantitatives, dit-il à un autre moment. C'est donc un espace où il n'existe aucune forme de négativité véritable. Et c'est ce qu'il dit dans Différence et répétition. La négation, c'est l'image renversée de la différence, c'est-à-dire l'image de l'intensité vue d'en bas. Tout se renverse en effet, ce qui d'en haut est affirmation de la différence devient en bas négation de ce qui diffère. Et là, en fait, il y a, comme à plusieurs endroits, on peut s'aider pour comprendre ce refus de la négation de la phrase de Nietzsche selon laquelle le point de vue, il n'y a pas de réciprocité du point de vue de l'homme sain sur le malade, parce que ils ne peuvent pas être convertis l'un dans l'autre. Il y a une différence fondamentale entre le point de vue de la santé sur la maladie et le point de vue de la maladie sur la santé. La maladie ne sera jamais à même de comprendre la santé et de l'atteindre. Alors que, effectivement, la santé peut diminuer en maladie. C'est donc cela qu'on peut comprendre en disant qu'il y a un point de vue de la négation, qui est un point de vue vu d'en bas, c'est-à-dire un point de vue qui crée l'illusion de la négativité, parce qu'il conçoit les différences d'intensité comme des oppositions. Alors que depuis le point de vue de l'intensité, depuis le point de vue de l'intensité réalisée, les différences sont purement positives. Voilà. Et on va remarquer au passage, ça pourrait être intéressant notamment par une continuation éventuellement politique de cette discussion, qui a une notion de hiérarchie, une notion de verticalité qui est assez intensément affirmée ici, de manière un peu, pas forcément, dont on ne comprend pas forcément les implications, mais en tout cas il y a clairement une forme de hiérarchie qui est là. Voilà. Donc, pour résumer, ça peut être utile. Pour résumer, la conception deleuzienne de la multiplicité requiert d'avoir recours à une univocité de l'être, à une conception de l'être comme non pas un, mais univoque, c'est-à-dire du même type pour tous les êtres, c'est-à-dire une conception de l'être qui les pose dans leurs différences sans jamais les ramener à une unité substantielle, une unité préalable, premièrement. Et deuxièmement, cette conception-là est entièrement à comprendre comme ce qu'on peut appeler un positivisme au sens d'affirmationnisme, c'est-à-dire l'affirmation d'une plénitude absolue de l'être, qui ne peut jamais être traversée réellement, elle ne peut être traversée que sur le mode de l'illusion, par des négativités. Voilà. Alors, je vais en arriver au deuxième point de mon exposé, enfin au deuxième point, deuxième partie du développement propre de la conception deleuzienne, et qui est celle-ci peut-être la plus accessible, qui est simplement la négation par Deleuze de toute dépendance de la multiplicité à l'égard d'unités substantielles, accessibles et entièrement constituées. Parce que effectivement, c'est là, encore une fois, le problème du pluralisme qui se pose. Une fois qu'on a affirmé qu'il existe plusieurs choses, quand même elles sont différentes, quand même elles sont incommensurables, il y a bien quelque chose qui est posé. Il y a bien une unité ontologique qui est présente. Et c'est
c'est précisément ce qui est le risque ici. C'est le risque de retomber dans un pluralisme qui soit simplement une pluralité de contes. C'est-à-dire qu'on affirme qu'il y a plusieurs choses, éventuellement plusieurs types de choses, c'est-à-dire une pluralité catégorielle. Et cette pluralité pour Deleuze ne sera jamais réelle parce que si on la ramène simplement à un conte, il y a alors une unité de base qui est celle qui permet le conte. Il y a une unité globalisante qui est posée. Et de même, si on affirme plusieurs catégories, alors il y a une dépendance de ces multiplicités par rapport à un certain type de découpage, à un certain type de sujet qui va opérer ce découpage-là. A l'inverse, donc, pour avoir un pluralisme véritable, un pluralisme intégral, il faut que celui-ci soit autonome, c'est-à-dire qu'il ne dépende jamais d'aucune unité qui soit préalable, c'est-à-dire antécédente dans un sujet constructeur, soit postérieure, soit produite par la réunion, par la somme, par la totalité de tout ce qui est donné. Autrement dit, d'après Deleuze, la multiplicité peut être définie comme ce qui ne supporte aucune dépendance à l'identique dans le sujet ou dans l'objet. Dans le sujet, comme un sujet qui construit, comme un sujet qui forme, le sujet kantien, ou dans l'objet, comme une unité substantielle. Alors, ce que j'ai trouvé comme moyen, si l'on veut, d'accéder ou d'essayer de comprendre en quoi consiste le plus intensément possible la critique deleuzienne d'un retour perpétuel à l'unité par l'unité substantielle, par la prééminence de l'unité, c'est une critique qui a été qui est une tentative de renversement total de la perspective deleuzienne par Quentin Meillassoux. Quentin Meillassoux, disons qu'on peut résumer la relation de Meillassoux à Deleuze en disant que si Deleuze est une réactualisation de Spinoza, Meillassoux serait une réactualisation de Descartes. Descartes à travers à la fois la notion de contingence des lois et puis à travers la volonté de tenir le plus absolument possible, le plus violemment possible, les dualismes dans leur caractère incommensurable. Là où, comme je l'ai dit, les dualismes deleuziens sont conditionnels, sont des contrastes, Meillassoux cherche à défendre, lui, un dualisme qui soit fondé sur des hétérogénéités qui ne puissent jamais être rapportées à des intensités. Pour Meillassoux, il faut qu'il y ait des distinctions absolues, des distinctions incommensurables, inconciliables pour avoir une description véritable de la réalité. Et il critique le plus directement Deleuze dans une conférence en anglais qui est Reiteration, en français c'est une analyse spéculative du signe dénué de sens, mais ce n'est pas la version française, c'est la version anglaise de cette conférence, où Meillassoux introduit le concept qu'il appelle de subjectalisme. Alors, le subjectalisme, d'après Meillassoux, c'est une conception qui traverse tout un pan très large de la philosophie et qui consiste, pour résoudre la tension entre l'être et la pensée, pour résoudre
la question de leur rapport à, non pas comme le font les dogmatiques, dire que la pensée peut accéder à l'être, non pas comme le font ce que Miyasu appelle les corrélationnistes, à dire qu'il n'y a rien d'autre que la coprésence de l'être et de la pensée, mais à concevoir l'ensemble du réel comme des variations à partir d'une propriété fondamentale dont il se trouve qu'une de ces propriétés est une propriété qu'on peut retrouver dans la subjectivité humaine. Et la forme la plus simple, la forme la plus immédiate de ce que Miyasu appelle le subjectalisme, c'est ce qu'on peut appeler le vitalisme, à savoir la conception selon laquelle l'être tout entier, même la matière inorganique, même ce qui a l'air d'être le plus inerte, possède à un certain degré une certaine forme de vie. Il peut être qualifié de vivant d'une certaine manière. Voilà. Ça, c'est ce que cela dit Miyasu, c'est une forme de subjectalisme, c'est l'attribution à l'ensemble de l'être d'une propriété qui est particulièrement distinctive des êtres que par ailleurs nous sommes, c'est-à-dire des êtres vivants, et on peut faire ça avec la conscience, ça s'appelle le panpsychisme, on peut faire ça avec d'autres propriétés. Et dans cette catégorie de subjectalisme, Miyasu range parmi les vitalismes de Nietzsche, de Bergson, Deleuze, en disant que Deleuze, en faisant appel à un concept comme celui de vie non organique, qui serait commune à tous les existants, ne fait rien d'autre que de manquer, de se rendre incapable de comprendre aussi bien la subjectivité humaine que la réalité inorganique, en faisant se rejoindre ces deux pans, ces deux pôles, dans une entité, une catégorie unificatrice. Je vais pas... Voilà, je l'ai posé comme ça. Ça nous permet de comprendre cette inscription du concept de subjectalisme, c'est-à-dire de projection de propriétés spécifiquement liées à la subjectivité dans l'univers en général. Cette conception-là, telle que la développe Miyasu, nous permet, à mon avis, d'accéder de manière un peu vive à la spécificité de la conception deleuzienne. Pourquoi ? Parce que le vitalisme deleuzien, ce qu'on a pu appeler son vitalisme, est, comme toujours, comme pour toutes ces autres conceptions, un vitalisme paradoxal. Quand Deleuze parle d'une vie inorganique, il faut prendre ça au sérieux, pas simplement comme une métaphore, c'est-à-dire d'un mouvement héraclitéen de l'être, mais comme le fait que ce qui est le trait caractéristique du vivant est en réalité ramené, ou en tout cas identifié à une racine qui lui est entièrement étrangère. C'est-à-dire que ce soit la subjectivité, que ce soit l'individualité, est toujours ramené à quelque chose d'autre que lui-même. Il y a une phrase de Jung qui fonctionne assez bien là-dessus, qui dit que au plus profond d'elle-même, la psyché n'est plus qu'univers. C'est-à-dire que ce qui apparaît comme étant une certaine forme d'être, une forme d'être singulière, irréductible aux autres, les êtres conscients par exemple, en leur plus profond, dans leur fonctionnement le plus absolu, ne font que rejoindre
des propriétés plus fondamentales, et dont ils ne sont finalement que des variations. Et c'est cela qui permet c'est un point qui permet de comprendre la conception deleuzienne de la subjectivité, qui est que la subjectivité doit toujours être comprise comme partielle, comme provisoire, et comme complètement constituée, complètement conditionnée. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en soi, elle n'existe pas comme un point absolu, elle est entièrement extérieure à elle-même, elle est entièrement hors d'elle-même, non pas sur le mode de l'intentionnalité, mais sur le mode de sa constitution, elle est relative à ce qui la constitue. Le sujet est rien d'autre que la rencontre de lignes et de perspectives qui le dépassent entièrement. C'est en cela que Deleuze peut difficilement être identifié à un vitaliste traditionnel, parce que il relativise l'existence de toute subjectivité et plus largement de toute unité, non pas en la ramenant à une unité préalable, mais parce que celle-ci est toujours extérieure à elle-même. Et c'est ce que dit Deleuze quand il dit qu'on n'aime pas une personne. Ce qu'on aime dans une personne, c'est la rencontre de paysages, de visages, d'images, et ce n'est jamais une unité constituée. C'est toujours une unité ne se trouve, dit Deleuze, que dans la coexistence, la cohabitation de relations qui sont entièrement extérieures à elle. Voilà. Et donc, voilà, ce sur quoi j'aimerais insister là-dessus, en tout cas, c'est que la conception deleuzienne de la subjectivité ne consiste pas à l'étendre à l'ensemble du cosmos, mais à l'inverse, à la déprendre entièrement de ce qui semble être sa part la plus distinctive, c'est-à-dire, par exemple, le fait de se sentir soi, en disant que, en réalité, le sentiment de soi, le sentiment d'unité, n'est que la réalisation à la fois complètement contingente, complètement constituée et complètement extérieure de rencontres de forces qui sont tout à fait impersonnelles et tout à fait irréductibles à une unité constituée. Et il prend appui là-dessus en disant que c'est quand on se sent le plus fortement, que les moments où on se sent le plus fortement soi, ce ne sont pas les moments où on est dans l'isolement le plus absolu, mais au contraire les moments où l'on est complètement dans une sortie de soi, complètement pris par quelque chose d'autre. Et voilà. Et donc c'est cette contestation permanente de toute instauration d'une unité de compte, qu'elle soit substance ou sujet, qui fait que, d'après Deleuze, on ne peut jamais reconstituer, on ne peut jamais reformer une belle unité, parce qu'il n'y a même pas de point d'accord à partir duquel le constituer. Voilà. Ce que j'ai dit dans cette critique et de la substance et de la subjectivité que l'on trouve chez Deleuze, cela pourrait être résumé un peu de manière brutale, encore une fois, sous forme de l'antisubstantialisme, en disant qu'il n'y a rien d'autre que un caractère mouvant des choses, leur caractère processuel, qu'elles sont toujours indéfinies, qu'il y a une sorte d'indétermination fondamentale en elles, et qui serait finalement une espèce de façon, on va dire, faible de relativiser la subjectivité, en disant qu'elle n'est jamais tout à fait aussi définie qu'elle prétend l'être, la subjectivité ou l'individualité. Chez Deleuze, au contraire, il s'agit de prendre la forme la plus forte d'une contestation de l'individualité. L'individualité n'est jamais rien d'autre que le résultat d'un processus qui lui-même est ramené à, non pas à une vague indétermination, mais, et c'est là
le point sur lequel j'aimerais insister pour finir, à des singularités extérieures. C'est ce que Deleuze va appeler des singularités pré-individuelles. Ce qu'il appelle aussi à certains égards des etséités. Les individus, dit Deleuze, se constituent au voisinage de singularités qu'ils enveloppent, et ils expriment des mondes comme cercles de convergence des séries dépendant de ces singularités. C'est-à-dire que toute individualité, tout objet corporel, par exemple, n'existe qu'à la rencontre d'une multiplicité de causes qui leur permettent de fonctionner. Il n'y a d'individu qu'à partir de singularités qui permettent l'individuation. Et alors là, ce serait une bonne occasion d'arrêter un peu la machine deleuzienne dans son chemin et de lui demander si vous relativisez les individus qui existent au niveau du monde ordinaire. Très bien. Mais n'est-ce pas alors simplement parce que vous présupposez qu'il y a une désindividualité plus profonde et que le monde est constitué en réalité de ce type d'individualité? Et donc cela, ça nous ramènerait, et ça viendrait en un sens faire s'écrouler toute la tentative deleuzienne en ramenant en fait à un autre niveau de substance. Mais, et c'est là où il faut insister très fortement, les singularités pré-individuelles dont les individus sont entièrement dépendants ne sont elles-mêmes jamais conçues comme quoi que ce soit de l'individualité. Ce sont éventuellement des points. C'est pour ça qu'il appelle ça des singularités, ce sont des points de rencontre de plusieurs lignes. Ils n'ont pas d'existence en eux-mêmes, ils n'ont pas d'existence propre, ils sont simplement des façons, des points de différenciation d'un espace préalable, d'un espace lui-même jamais véritablement séparé en individus. Ce que dit Deleuze dans Mille Plateaux avec Guattari, c'est qu'une etséité, une singularité pré-individuelle, est identifiable à un brouillard. Elle n'a ni début ni fin, ni origine ni destination, elle est toujours milieu. Elle n'est pas faite de points, mais seulement de lignes. Elle est rhizome. Et de même, on peut rapprocher cela de la caractérisation dans Logique du sens des singularités comme n'ayant pas affaire à des noms, mais à des verbes. Non pas l'herbe, non pas le ver, mais le verdoyer de l'herbe. Et donc là, voilà, la relativisation des individus à un niveau inférieur ne permet jamais de recomposer une unité de compte. Et au niveau supérieur, c'est-à-dire car il y a un autre degré de relativisation des individus constitués, ce sont les agencements. Et les agencements, ce sont des formes de rencontres partielles entre individus qui permettent de recomposer des formes, par exemple, sur le plan politique, par exemple, qui sont déjà elles-mêmes immédiatement des multiplicités, puisqu'elles ne sont jamais existantes préalablement. Elles doivent être composées par des individus préalables. Oui. La différence entre le vocabulaire entre singularité, individu et agencement, c'est fonctionnel la différence ou on peut dire fonctionnel. Est-ce que moi j'ai l'impression, est-ce que toute singularité est d'un certain point de vue un individu et inversement Non. Ce qui apparaît comme les individus, ce qu'on peut appeler des corps par exemple, c'est relatif à des singularités. Et donc les individualités dépendent des singularités qui sont un certain type de multiplicité, et les individus produisent des agencements qui sont d'autres types de multiplicités. Voilà, ce qu'on pourrait appeler, il y a des multiplicités inférieures, des multiplicités supérieures, et les deux viennent écraser toute forme d'individualité en fait. Donc voilà, il n'y a jamais je ne sais pas si ça répond, si c'est fonctionnel. Non, voilà, c'est ça. C'est pas.
il y a ces trois strates-là, et le fait que ce soit toujours la multiplicité qui prévaille, c'est ce qui permet d'exclure en permanence toute notion d'individu. Voilà. Bon. Donc, pour conclure, ce qui fait se rejoindre toutes les multiplicités, c'est finalement le problème central du pluralisme, à savoir le fait que les relations sont conçues chez Deleuze, et c'est quelque chose qui reprend chez Wahl, comme extérieures à leur terme. L'extériorité des relations, c'est l'un des leviers, à mon avis, conceptuels fondamentaux par lesquels Deleuze tente d'atteindre à un pluralisme qui soit un pluralisme radical. Mais pour que ce pluralisme soit radical, il faut intérieurement, les individus diffèrent d'eux-mêmes. C'est ça, c'est ce rôle que vient jouer le concept de différence, c'est-à-dire que il n'y a pas d'individualité interne, puisqu'il y a toujours différence, et il n'y a pas d'individualité propre, parce que il y a toujours sortie de soi, il y a toujours un primat de l'extériorité. Voilà. Il y a une diversité, une multiplicité qui n'est pas ramenable, qui n'est jamais assignable à un point donné, à une unité préalable, à une unité postérieure non plus. Et c'est en ce sens que il y a une égalité fondamentale, dit Deleuze, de toutes les multiplicités. Elles se différencient, mais elles ne se dominent pas, en ce sens. Elles peuvent simplement s'altérer et se recomposer. Et c'est en ce sens, donc, que, entendu de la façon la plus forte, la plus absolue, le pluralisme rejoint une forme de monisme. Alors, voilà, ce serait pour refermer cette tentative un peu hésitante de formulation et d'explicitation de l'ontologie deleuzienne. Bon, il y a beaucoup de points sur lesquels je n'ai pas insisté. Je pense qu'il faudrait parler de la notion de création, de la notion de virtuel, et qu'on pourra reprendre dans la discussion. Mais ce qu'on peut dire, c'est que là, je vous ai finalement offert rien de plus qu'un portrait. Alors certes, l'art du portrait est très important, mais la question qui se pose à ce stade pour nous, c'est de savoir en quoi cette image, cette formulation de la pensée deleuzienne que je viens de vous présenter constitue une raison, ou constitue autre chose qu'une belle évocation. Peut-être même pas belle d'ailleurs. En affirmant donc cette unité, non pas immédiate, mais unité fondamentale de l'unité et de la pluralité, de l'immanence et de l'immanence à travers l'univocité et la multiplicité, Deleuze nous donne-t-il la philosophie? Fait-il ce qu'il avait dit de Spinoza, à savoir achever la philosophie? Et on a l'impression de cela à plusieurs moments. C'est-à-dire que c'est une métaphysique qui fait tellement se réunir les contraires qu'il n'est plus possible d'y ajouter quelque chose. Ou ne donne-t-elle rien de plus que une formulation de ce que serait ou de ce que doit être la philosophie? Et donc, il faut faire attention, c'est quelque chose que j'ai remarqué, à la prédominance de beaucoup de formes d'impératifs dans les écrits deleuziens. On doit concevoir la multiplicité ainsi, on devrait, il faudrait. C'est des termes qui reviennent en permanence. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté, même dans le langage, où Deleuze affirme sa conception de la multiplicité comme une possibilité, comme la possibilité la plus satisfaisante, la plus haute peut-être,
mais comme une possibilité que nous sommes sommés de concevoir, que nous sommes sommés de construire. Donc, à l'inverse, on pourrait dire que le monisme égale pluralisme, je n'avais pas donné la citation exacte, mais dans Mille Plateaux, la formule est caractérisée comme la formule magique que nous cherchons tous. Et donc la question qui se pose, une fois qu'on a tenté d'embrasser la multiplicité deleuzienne et de la recomposer péniblement, c'est: avons-nous eu affaire à une ontologie composée, une ontologie constituée, ou avons-nous eu affaire à un véritable ouvrage de science-fiction philosophique, au sens le plus haut du terme, c'est-à-dire le portrait de ce que serait une philosophie à devenir, inachevée, inaccomplie en réalité, et qu'il serait de notre... et qu'il nous reviendrait à nous de construire. Voilà. Je te remercie, Louis. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, des suggestions? Oui. J'ai un certain nombre de questions, de remarques à faire. La première, c'est une forme de proposition. Je veux dire, à partir de la dernière chose que tu as dite sur l'équation quasiment impossible, ou la formule magique qui serait pluralisme égale monisme, c'est-à-dire ce que Deleuze n'indique pas là ici une sortie presque de discours philosophique, parce qu'il ne faut pas prendre assez au sérieux ce que disait Sauvagnard sur la nature de l'opération deleuzienne, ou deleuzo-guattarienne en l'occurrence, c'est-à-dire celle de d'écrire comme des traités de réforme des sciences sociales, entre guillemets. C'est-à-dire que, vu l'état des sciences sociales de leur temps, il me semble que Deleuze et Guattari ont dû en passer par l'opération philosophique et par la mobilisation du discours, d'un discours dont on n'est plus familier en métaphysique, c'est-à-dire celui du pluralisme et du monisme, pour faire sauter un certain nombre de dualismes ou de conceptions qui étaient propres aux sciences sociales de leur temps. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, si l'équation pluralisme égale monisme est impossible dans le champ d'énonciation de la philosophie, donc une certaine systématisation des propositions philosophiques, eh bien ce type de proposition est peut-être réalisable sur un autre plan, ce qui serait celui d'une science sociale réformée. C'est au titre d'hypothèse que j'avance ça, dans laquelle on considérait que l'individualité, et le parcours d'une individualité dans le monde social peut se dire peut-être en termes de voisinage de singularité plus qu'en termes de biographique, entre guillemets, ce qui pour moi lie cette question-là aussi à la question de l'évaluation. C'est un peu opaque de le dire comme ça, mais il me semble que tu as un petit peu touché à ça à un moment donné. Je reviens à la question que mobilisait Pierre Raymond quand il parlait des difficultés du spinozisme. Et il faisait une critique assez radicale de l'usage deleuzien de Spinoza, en ce sens que ce que va prélever Deleuze chez Spinoza, c'est une formule selon laquelle les différences de puissance des entités ne concernent que des essences, et donc on est dans le domaine, en termes spinozistes, de la nécessité. Donc ça sert à rien, entre guillemets, quand on est dans un contexte hyper déterministe comme celui-ci, de jouer le jeu de l'évaluation, entre guillemets. Mais Raymond voit ça assez bien. Chez Deleuze, la comparaison éthique demeure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le bien et le mal, dans une évaluation un petit peu radicale de ce qui se passe, mais dans ce qui est bon ou mauvais, dans le parcours donné d'une essence déterminée ou son conatus, quoi. Seulement, oui, c'est ça, on peut parler de ce qui est bon et mauvais à propos d'une seule et même chose, entre guillemets, selon Raymond. Et Raymond renvoie là, il faudrait reprendre le texte, à Éthique 2.8 Scoli et Éthique 5.30. Il souligne, enfin, le plus gros problème pour Raymond est que Deleuze réinvestit le virtuel chez Spinoza, alors que chez Spinoza, il y a toujours que de l'actualité, rien n'est en puissance, quoi. En ce sens, je crois que si on lit ce qui s'énonce encore dans ce lexique hérité de l'ontologie ou de la métaphysique, si on lit cette équation pluralisme égale monisme comme quelque chose qui doit indiquer aux sciences sociales une ressource au sein même de la philosophie pour repenser l'individualité sociale, et si on lit aussi cette ressource spinoziste dans laquelle
la question de l'évaluation entre des essences est complètement nulle, dans la mesure où on peut évaluer je vais tenter de dire un parcours conatif, entre guillemets, que par rapport à lui-même. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un déport de la proposition ontologique ou métaphysique du texte vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une politique des sciences sociales réformée, comme disait Sauvagnat. Alors je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Est-ce que, je ne sais pas si c'est légitime comme question, mais à quoi ressemblerait, est-ce que tu aurais des exemples de à quoi ressembleraient ces sciences sociales? Parce que j'ai des exemples là, mais je voudrais savoir si on parle de la même chose. La première chose que j'ai en tête, alors face à ça, je pense que Deleuze ne serait pas très content qu'on dise ça, parce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision très très systématique des sciences sociales, c'est quelqu'un qui a une vision quand même radicalement anti-kantienne des sciences sociales, mais je pense que si on parle par exemple d'une sociologie des engagements multiples, dans laquelle il y a une différence d'inscription des contextes, je veux dire au plan biographique, pour le coup, d'un individu, selon que, je veux dire, on pourrait synthétiser ça dans la formule suivante, c'est-à-dire que il y a une différence radicale des croyances et des inscriptions dans les contextes sociaux selon le parcours d'un individu anonyme. En gros, on peut faire de la biologie moléculaire le matin et aller se faire psychanalyser le soir, etc. Ce qui serait peut-être une espèce de proposition liminaire qui rend intuitionnable ce qu'est une sociologie des engagements multiples, en ce sens, là où une individualité chercherait, ou un individu chercherait à faire sens d'un soi biographiquement, en s'inscrivant dans un certain régime de signes, lui-même subsumé, enfin je veux dire, par un type de discipline ou de pratique, que ce soit, disons, dans l'exemple, la biologie moléculaire le matin, le soir, la psychanalyse, entre guillemets, on approcherait peut-être ce qui serait une application sociologique, entre guillemets, de cette équation pluralisme-égalianisme. Dans la mesure où il ne faut se rapporter qu'à un et un seul parcours conatif pour évaluer ce qui se passe, et en même temps, il y a jeu dans ce parcours-là d'une certaine pluralité et de différence d'intensité dont il faut rendre compte sociologiquement. Enfin, si on prend au sérieux l'espèce d'impératif deleuzien qui serait celui de réformer les sciences sociales. Et en ce sens, c'est vraiment problématique. Par exemple, une sociologie des engagements multiples serait quelque chose qui commencerait à répondre à l'impératif deleuzien, entre guillemets, et à destituer la croyance des sciences sociales en une continuité de l'identité, selon cette différence d'inscription dans les contextes sociaux. Enfin, là, c'est de la pure spéculation par rapport au texte deleuzien. Alors, donc, sur le fait que Deleuze ou Deleuze/Guattari dans l'Anti-Oedipe et Mu-Plateau prétendent de donner quelque chose comme un guide pour les sciences sociales, ça me semble pas problématique. Je connais pas très bien les applications que ça a, mais il me semble qu'effectivement en linguistique, en psychanalyse, ça vise à cela, au moins, et puis probablement dans d'autres disciplines. Le postulat initial de ce que vous disiez, c'était que il fallait pour cela avoir un renoncement à la philosophie. Et c'est peut-être quelque chose qu'on trouve dans certains textes, mais il me semble que en tout cas, c'est ce qui est affirmé assez clairement par Deleuze à beaucoup d'endroits, et en tout cas très clairement dans Qu'est-ce que la philosophie. Il n'y a pas de fin de la philosophie ou d'achèvement de la philosophie dans les sciences sociales, en tout cas pour lui. Au contraire, la philosophie ne retrouve le concret, ne retrouve ce qui permet d'avoir un sens que dans son exercice propre. C'est là où on est toujours dans la formule magique. En étant purement philosophique, elle donne des guides aux non philosophiques, et donc aux sciences sociales, notamment. Donc,
D'un point de vue orthodoxe deleuzien, j'aurais tendance à dire que il n'y a pas de... Il y a au contraire enfin en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un impératif à philosopher, fût sur un mode très paradoxal, très étrange. Je pense par exemple, Deleuze fait allusion à François Laruelle qui développe une théorie de la philosophie très très singulière. Mais donc il n'y aurait pas cet épuisement-là de la philosophie. En tout cas, moi, j'ai du mal à voir comment ça pourrait dériver directement. Et alors, pour ce qui serait par contre des leçons à tirer de la philosophie deleuzienne, effectivement, c'est très difficile d'en parler, parce que moi, j'aurais l'impression de me faire le ventriloque de Deleuze là-dessus, et c'est pas un rôle que j'ai envie de remplir, mais il me semble qu'il y a des applications partielles et puis des applications peut-être plus radicales des impératifs deleuziens. Et en tout cas, moi, ce que j'ai en tête, c'est deux choses dans les sciences sociales. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont d'une part le tournant ontologique de l'anthropologie, par exemple chez Viveros de Castro, ou chez comment s'appelle, Martin Holbright, qui font appel à des concepts très deleuziens, la création de concepts, des notions d'intensité pour théoriser des choses nouvelles, et la théorie de l'acteur-réseau en sociologie, qui serait à mon avis peut-être par rapport au portrait des engagements multiples, une forme de radicalité plus grande qui peut-être aurait plus à voir avec pas un requisite, mais peut-être un espoir deleuzien de ce point de vue-là. Je pense comme actualisation de ces lignes-là, ce serait peut-être... Enfin, moi, je pense à ces choses-là. Je pense qu'il faudrait peut-être être... ouais. Je pensais pas que Deleuze se fasse le porte-parole d'une fin de la philosophie. Il n'est pas du tout dans ce type de discursivité. C'était juste cette espèce de pointe, cette espèce de paradoxe qui était l'équation pluralisme-hégémonisme qui me semblait susciter autre chose. Après, il est clair que au-delà de la spéculation sur ce qui aurait peut-être favorisé comme une sociologie des engagements multiples, il y a des impératifs très clairs dans la psychanalyse, puisque l'anti-Oedipe s'inscrit dans ce champ-là. Au-delà de ça, je vois pas grand-chose. Il est vrai que Viveros de Castro en fait un usage autre, c'est une façon de court-circuiter l'analogisme de méthode qui est présent dans De la nature et culture chez Descola. Mais au-delà de ça, je vois pas grand-chose dans les sciences sociales aujourd'hui. Enfin, je veux dire, comment pratique les sciences sociales deleuziennes, c'est vraiment... En tout cas, moi je me souviens que la théorisation par exemple Martin Holbright des travaux de Marilyn Strathern, c'est un point de vue, c'est mes propres perversions, mais c'est de l'hyper-théorisation de la façon dont fonctionne l'anthropologie, et ça se rapproche très souvent par des moments sur le rapport par exemple entre théorisation et observation, qui est un vrai problème pour les anthropologues. Ça se rapproche très souvent du discours deleuzien, même parfois très orthodoxe. Il y a un appel au virtuel qui est assez fort dans ce genre de travaux-là, par exemple. Voilà, je pense que c'est possible. Mais pour revenir sur la question monisme et pluralisme, effectivement, soit on en prend acte comme une impossibilité, comme une formule qui est de l'ordre un peu de la transcendance finalement, et ce serait peut-être un échec, et je conçois tout à fait la possibilité d'un échec deleuzien, mais il me semble que la meilleure manière de le comprendre, ce serait de le comprendre comme quelque chose qui doit être reproduit, qu'il faut reproduire et retravailler cette équation-là dans chaque situation concrète. Voilà. Moi j'ai plusieurs questions aussi, je ne sais pas si je les pose toutes d'un coup ou une par une. Est-ce que Elles sont une par une. Sur justement ce concept d'égalité entre monisme et pluralisme, cette égalité-là, en fait, j'imagine qu'au fond, l'ensemble de ton exposé revenait à le dire, mais est-ce que tu le conçois plutôt comme une identité, une équivalence ou une égalité, précisément? Est-ce que ça ferait une différence entre ces mots-là? Et si c'est une équivalence,
Du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le fait que, au fond, là, le critère pragmatiste ou jamesien de la différence que ça fait entre monisme et pluralisme disparaît, et donc du coup est une question à rejeter simplement dans de la pure métaphysique de gens entre soi qui discutent de questions vaines. Encore une fois, la façon dont je comprends Deleuze, c'est que la pure métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus concret. Donc voilà, il n'y a pas de la pure métaphysique éloignée du réel, il y a de la mauvaise métaphysique dans l'abstrait et de la métaphysique véritable, intense, qui rejoint les problèmes. Ça sur la fin. Donc après, est-ce que ça ne disqualifie pas le terme même de monisme-pluralisme? Oui, ça le disqualifie complètement dans ce qu'on pourrait appeler une acception d'entendement. La question, est-ce qu'il y a une chose ou est-ce qu'il y a plusieurs choses? Ça, clairement. Puisque, effectivement, la solution de Lucienne, c'est l'immanence. Mais c'est là où je pense qu'il est très, en tout cas, cohérent dans sa démarche. Ça ne sert à rien de répéter immanence. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Donc il faut utiliser le monisme et le pluralisme. Justement, il faut faire cette différence comme une différence conditionnelle, un dualisme provisoire, pour rendre visible que dans l'immanence, il y a de la multiplicité d'un côté, pas d'un côté, mais d'une certaine façon, et d'une autre façon, il y a une univocité. Que ces deux thèses qui sont liées, et monisme et pluralisme, c'est des noms, à mon avis, pour affirmer ces deux versants-là, qu'on doit pouvoir tenir ensemble. Voilà. Et ce n'est pas la vraie philosophie, ni le monisme ni le pluralisme, en ce sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Il faut s'en servir en sachant vers quoi ça mène. Voilà. Il faut savoir que le vrai pluralisme, c'est le pluralisme de l'univocité. Et le vrai monisme, le monisme plein, c'est pas un monisme d'une substance, parce que ça c'est un dualisme, ce sera jamais un monisme, c'est un monisme des individus. Enfin, pas des individus, justement, des multiplicités, des singularités. Voilà. D'accord. Et du coup, ça me permet de poser au fond la deuxième question qui m'apparaît, c'est que t'as présenté cette égalité du monisme et du pluralisme comme une égalité en quelque sorte de combat, ou en tout cas une égalité réactive de la part de Deleuze contre les dualistes. Est-ce que de ce point de vue-là, tu as cité la proposition 16 de la première partie de Spinoza, est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas une vraie différence avec Spinoza? Non, c'est très simple. Sachant que dans la proposition 16, Spinoza dit que de l'infinité de la substance suit une infinité de choses, donc d'attributs et de modes. Et au fond, là, le pluralisme moniste de Spinoza, il est constitutif, il n'est pas combatif, il n'est pas réactif, il est « je vais vous poser, à titre, c'est une définition, à titre définitionnel, qu'il y a... » Et on joue bien sur la notion d'infini, en fait, c'est simplement que je n'ai pas entendu, par exemple, quand tu l'as dit, précisément, c'est la notion d'infini qui est la notion pivot pour Spinoza de ce point de vue-là. Et pour toi, en tout cas pour Deleuze, j'ai l'impression que c'est la notion de différence. Précisément parce qu'il est dans le combat et dans la réactivité, et pas dans la constitution d'un monde, ou de plusieurs mondes d'ailleurs. Est-ce que c'est pas là une vraie différence avec Spinoza? Alors, moi, que ce soit bien clair, je pense que le Deleuze de Spinoza n'a rien à voir avec Spinoza, à part sur quelques points. Ça, j'ai pas arrêté de le dire. Je pense que et ça marche pour tout, c'est que tous ces portraits d'histoire de la philosophie sont des trahisons, ils sont des magnifiques trahisons. Je pense qu'une bonne manière de répondre à ce que tu dis, c'est que la question c'est d'une substance infinie suit une infinité d'attributs et de modes. Oui, c'est le mot crucial, c'est suit. Effectivement, si tu l'entends comme, à mon avis, n'importe quel être humain normalement constitué l'entend, c'est-à-dire comme une priorité, certes pas chronologique, mais principielle, alors, effectivement, il y a une scission entre les deux. Et je pense qu'effectivement, on verra... Je voudrais bien savoir ce que tu diras sur Spinoza, mais il y a une abolition de l'individu, en tout cas dans la façon que j'ai de lire Spinoza, parce qu'elle est toujours relativisée à la substance. Deleuze te dirait le suis, à mon avis, il te dirait non. Il me semble qu'une réponse deleuzienne serait de te dire que le suis peut être retourné, perverti
comme une façon de dire que l'idée de la substance, ou le concept de substance, mène directement à une infinité de choses. Ce qui permettrait de reconduire cette équivalence-là. Et bien sûr, c'est complètement lire Spinoza, de même que l'éternel retour de Deleuze, c'est une lecture complète, mais ce serait une manière de faire jouer ce truc-là. Mais il le dit après explicitement, pour être moins spéculatif, il le dit, il faudrait affirmer la substance des modes. Donc à un moment donné, il dit, il faut détrôner la substance et la mettre dans les modes. C'est ce serait une autre manière de dire, finalement, une autre formule monisme égal pluralisme, c'est l'anarchie couronnée. Tout est anarchique, mais tous sont, en tout cas l'anarchie elle-même est couronnée, parce que justement la substance elle est dans chacun des modes. Voilà. Et oui, donc il fait une torsion, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que si on dit que Deleuze fait des mondes, pour reprendre une formule de Goodman, il fait des mondes par combat ou par réactivité, alors que Spinoza en constituerait, puisque évidemment un par pure positivité par rapport à Deleuze. Donc la démarche presque ou ça change rien. Je sais pas, Spinoza se voit quand même. Alors, point de vue interne, Spinoza se voit quand même obligé, d'écrire des appendices et des scolies où il réfute les idées absurdes du premier genre de connaissances. 2, il est obligé de faire des démonstrations. Il y a une phrase de Nietzsche, je me souviens pas mal, mais qui est que si quelque chose doit être démontré, alors c'est même pas la peine de se demander si c'est vrai. Donc, d'un point de vue, à mon avis, interne, enfin du Deleuze un peu fantomatique que j'ai reconstitué, est-ce qu'il n'y a pas là encore peut-être une limite, peut-être pas une limite, mais en tout cas quelque chose qui, chez Spinoza, est de l'ordre de la polémique, de la négation, quelque chose comme ça. Et Deleuze dirait, je voudrais aller jusqu'au bout du geste spinoziste en mettant le renversement, en mettant l'évacuation de tous les dualismes, non pas dans les scolies, mais dans le discours affirmatif lui-même. C'est-à-dire les faire se rejoindre. Donc ça, ce serait une réponse. C'est une manière de dire la polémique a toujours lieu en philosophie, il faut peut-être la faire de manière encore plus affirmative. Voilà. Après, d'un point de vue externe, et ça c'est un truc sur lequel j'aurais aimé parler, mais c'est vrai. Moi, je ne sais pas quoi faire d'une philosophie de l'affirmation qui se pose contre. Effectivement, Deleuze dit il faut que la vie renverse tout ce qui l'entrave. Ça, c'est la façon positive de dire qu'on va passer tout son temps à réfuter Hegel, à réfuter Kant, à réfuter la phénoménologie et à faire des piques contre Habermas. Voilà. Pour autant, je pense que dans la tentative, c'est très intègre, ça va jusqu'au bout. Après, c'est vrai que moi, je suis obligé de me dire, il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce discours affirmatif qui est toujours un petit peu agressif. On n'est jamais dans l'ordre de la réfutation classique chez Deleuze. C'est-à-dire qu'il me semble que... C'est encore pire. Ça finit par être du rejet, c'est de l'invective. Il y a certains snobismes du style deleuzien à ne pas s'inscrire directement dans les termes de la polémique. Il est clair que, par exemple, je crois que c'est Jérôme Lèbre qui disait ça, il y a une présence un peu fantomatique de Hegel chez Deleuze aussi. Dans le passage qui est dans l'exemplier, quand il parle du fait qu'il faut traverser tous les dualismes pour arriver à les dépasser, il n'y a pas une figure comme latente de Laufebung, mais qui serait comment dirais-je, soustraite à une lecture théologique de la progression de l'invention conceptuelle qu'est la philosophie, et d'un récit maître que serait l'histoire chez Hegel. Non mais, encore une fois, tout ça est justifié chez Deleuze. Il y a le refus de la polémique, le refus du dialogue, en disant que le dialogue n'a rien à voir avec la philosophie. Donc voilà, tous ces énoncés métaphilosophiques qui amènent au fait de justifier à la fois qu'ils se permettent d'envoyer des pics, mais qu'ils les envoient sans faire de la réfutation directe. Tout ça est très cohérent.
Quand j'en parle effectivement avec une réticence, mais une réticence pleine d'ambiguïté, c'est-à-dire je comprends pourquoi il le fait, mais je ne peux pas m'empêcher, je le dis, voilà, de me dire il y a quand même quelque chose là-dedans. Et c'est vrai que est-ce qu'un Deleuze purement dans l'affirmation, mettons, on pourrait dire illuminé, Deleuze un peu plotinisé, ce serait encore Deleuze, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le débarrasser de cette charge polémique? Non, parce qu'il y a clairement l'idée que la nietzschéenne, qu'il faut être intempestif, qu'il faut se poser contre. Et trouver une manière de se poser contre sans être réactif. Mais là, je vais être juste complètement incompétent. Je vous le donne, je vous donne les éléments. Je suis pas sûr de comprendre plus que vous. Quoi. J'ai une question qui est purement de compréhension. Sur le passage entre les singularités pré-individuelles et les individus. Donc si les singularités pré-individuelles n'ont plus de permanence sur la pure réseau, événement, fonction, relation, comment expliquer la permanence en surface des individualités? Parce que je pense que malgré qu'ils rejettent le fait qu'elles soient autonomes, cette permanence, qu'elle soit absolue, Deleuze ne nie pas non plus qu'elle est toute relative qu'elle existe, certaines du corps par exemple. Ce que je comprends pas, c'est... Alors, il me semble qu'on peut faire un rapprochement avec ces singularités pré-individuelles avec les forces chez Nietzsche, qui constituent le corps, ou chez Bergson dans Matière et Mémoire avec les images-mouvements. Enfin, ça c'est le terme de Deleuze, justement. Et chez Nietzsche, le problème de l'unité de la pluralité des forces qui constituent le corps est résolu, en fait, par une certaine pensée de la hiérarchie, il me semble, qui permet justement de tenir ensemble ces forces toujours mouvantes, toujours en confrontation et en changement, puisqu'elles sont relatives, elles sont toujours dans une relation. Et chez Bergson, il y a quelque chose d'assez mystérieux qui est le passage des images-mouvements à la conscience par un écart. Enfin, ça c'est encore les commentaires de Deleuze. Et justement, qu'est-ce qui permet ce passage, cette permanence, ce changement presque de la relation à quelque chose d'assez autonome, même si c'est relativement à ces relations, chez Deleuze? Je sais pas si c'est très clair. Non, c'est très clair. Effectivement, c'est une vraie question, une grosse question que j'ai aussi un peu éludée. C'est effectivement, voilà, il y a l'air d'avoir des régularités. Comment ça se fait? Je ne sais pas s'il faut véritablement je ne sais pas si on peut véritablement donner j'aurais tendance à penser que concéder la stabilité et concéder l'autonomie, à mon avis, ce serait pas quelque chose qui fonctionnerait. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait dire que s'il y a s'il y a quelque chose qui permet une continuité, il n'y a pas pour autant de stabilité. Et le fait qu'on ait un même corps, etc., ce serait plutôt un effet de surface de discontinuité et de processus très mouvants, et de choses qui sont complètement extérieures. C'est-à-dire s'il y a une impression de continuité personnelle, par exemple, c'est uniquement par la continuité de processus qui sont complètement extérieurs à l'individu. Enfin, j'aurais tendance à le formuler comme ça. Je ne sais pas si c'est complètement ce qui fonctionne, mais j'aurais tendance à penser que la continuité... La surface, comment on l'explique? Pardon? L'unité de la surface, la continuité de la surface, comment l'expliquer? Qu'est-ce qui fait tenir ensemble tous ces réseaux qui changent, tenir ensemble, tenir ensemble dans une individualité à un moment donné.
J'aurais tendance, je pense que c'est une manière de complètement se défausser, mais j'aurais tendance à dire que c'est là où il faut faire intervenir le truc que j'ai éludé pendant toute la séance, qui est le virtuel, qui est que la continuité et l'individualité, c'est l'actuel, c'est l'état de choses, c'est ce qui est présent à un moment donné, mais que celui-ci ne peut pas être conçu séparément du virtuel. Il dépend toujours du mouvement d'actualisation des virtualités et du renouvellement des virtualités extérieures pour se maintenir. Et donc, parler à n'importe quel moment d'une subsistance, mettons, individuelle, c'est quelque chose de purement, je pense qu'on peut le dire là légitimement, de purement abstrait, pas au sens du fait que les concepts sont abstraits, mais c'est abstrait au sens où c'est retiré de sa dépendance essentielle avec le virtuel. Il dit, je crois que c'est dans la logique du sens, que l'objet a deux parts, il est divisé en deux entre son virtuel et son actuel. Et donc ce serait une manière de dire que on peut parler d'une continuité personnelle, ça pose pas de problème, mais celle-ci ne peut jamais être véritablement conçue que par rapport à ce que Deleuze appelle son conditionnement, c'est-à-dire ses conditions d'apparition. Si on en parle séparément, c'est à la limite, et là on redevient un peu bergsonien, par commodité de langage. Mais ce ne sera jamais une description de ce qui a lieu actuellement. Voilà. Je ne sais pas si ça clarifie un peu. J'ai toujours l'impression que c'est un peu de la triche de faire appel au virtuel, mais bon, il semble que ça fonctionnait bien là. Jim, tu es impatient. Oui, non, mais je ne sais pas si on va vraiment avoir le temps. En fait, c'est la fin de séance là. Et, je pense qu'on pourrait continuer. Si vous avez d'autres questions, des remarques, moi j'en ai. On pourrait peut-être continuer sur un format de questions à l'écrit sur Internet, et on va faire la même chose sur Goodman, puisque j'ai reçu des questions et que ça serait agréable de pouvoir en discuter un peu plus à chaque fois de ces séminaires. Donc, je vais essayer de mettre en place. Pardon ? Il faut qu'on parte là donc, je sais pas. Ah, tu voudrais continuer ? Oui, non, mais après, si personne n'est pressé, on peut traîner un petit peu. Informel, moi je dois partir. Ah, d'accord. Et puis, non, mais c'est une bonne raison déjà. C'était ça ma question. Ouais. J'ai hélas la répétition de théâtre. Enfin, la répétition, le spectacle. Mais voilà, je propose si vous avez d'autres remarques, etc., qu'on mette en place, je vais essayer de faire ça rapidement sur le site, et vous pouvez m'écrire pour envoyer des questions à l'adresse ens.jim.gabaret, gabaret, @ens.fr. Voilà, c'est mon prénom et mon nom qui sont sur les affiches, etc. Et puis il y a évidemment Louis Morel. Et on essaiera d'organiser un petit débat si vous voulez, si vous en voulez plus en tout cas. Voilà, je vous remercie et je te remercie une fois de plus, Louis, pour cette belle séance.